Elle était la plus belle, la plus aimée, l'impératrice du cinéma européen. Romy Schneider avait conquis le cœur de l'Allemagne, puis de la France, avec une grâce bouleversante et une intensité rare. Aux yeux du public, elle incarnait l'élégance, la fragilité, le rêve. Pourtant, derrière les projecteurs, derrière le mythe de Sissi, se cachait une femme au bord du gouffre. Une femme que personne ne connaissait vraiment. Le 29 mai 1982, Romy est retrouvée morte dans son appartement parisien. Officiellement, arrêt cardiaque. Pas de traces de violence. Mais la presse évoque très vite un possible suicide. Trop d'alcool, trop de médicaments, une santé mentale en ruine. Son fils David, 14 ans, était mort un an plus tôt dans un accident atroce. Depuis ce jour-là, Romy avait cessé de vivre. La dernière fois qu'on l'a vue en public, elle semblait ailleurs. Amaigrie, vidée, les yeux perdus dans le vide. Ses amis disent qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle dormait peu, qu'elle buvait trop, qu'elle ne voulait plus tourner. Certains évoquent une dépression profonde, d'autres parlent d'un abandon total de soi. Elle avait 43 ans, mais son regard portait déjà le poids d'une vie entière. Pourquoi une star aussi brillante, aussi adulée, a-t-elle fini seule, brisée, oubliée de tous? Quelle douleur, quel secret l'a consumée lentement jusqu'à l'éteindre? Et surtout, que s'est-il réellement passé cette nuit-là, entre les murs silencieux de son appartement parisien? Ce que vous allez découvrir, ce n'est pas seulement la chute d'une actrice. C'est le cri d'un cœur qui n'a jamais guéri. C'est l'histoire d'une femme qui a tout donné, sauf à elle-même. Restez avec nous, car pour comprendre la fin tragique de Romy Schneider, il faut d'abord revenir là où tout a commencé, son enfance. Une enfance d'ombre et de silence. Romy Schneider naît le 23 septembre 1938 à Vienne, au cœur d'une Autriche encore marquée par l'ombre grandissante du nazisme. Son vrai nom, Rosemarie Magdalena Albach. Elle est le fruit d'une lignée d'acteurs. Son père, Wolf Albach-Retty, est une figure du théâtre germanophone. Sa mère, Magda Schneider, une actrice à succès du cinéma populaire allemand des années 1930. Dès le départ, Romy n'est pas une enfant comme les autres. Elle est un projet, une image, une continuité rêvée de la carrière de sa mère. Mais derrière ce décor bourgeois et artistique, la cellule familiale est déjà fissurée. Lorsque Romy a 4 ans, ses parents se séparent. Son père s'éloigne, refait sa vie. Sa mère prend alors le contrôle total de l'éducation de la petite fille. Une éducation sévère, méthodique, centrée sur la discipline, la carrière et l'image. Magda ne laisse rien au hasard. Et Romy, très tôt, comprend que son amour se mérite par l'obéissance, par la performance. Elle est inscrite dans des pensionnats religieux stricts, notamment à Goldenstein, en Bavière, où l'austérité règne. Là-bas, la jeune fille timide apprend à contenir ses émotions, à se fondre dans le moule. Elle écrit dans son journal intime qu'elle tiendra toute sa vie pour dire ce qu'elle n'ose confier à personne. À l'âge de 12 ans, elle écrit « J'aimerais pleurer, mais je ne peux pas. Ma mère ne comprendrait pas. » Romy n'a pas vraiment d'enfance. Pas de jeu, pas de désordre, pas de liberté. Elle est élevée pour être parfaite. À 15 ans, Magda lui impose un premier rôle au cinéma. Dans Quand refleuriront les lilas blancs, 1953, une comédie sentimentale sans grand enjeu. Le public est séduit par la fraîcheur de l'adolescente. Romy, elle, ne comprend pas encore ce qui lui arrive. Elle joue parce qu'on lui demande de jouer. Mais c'est en 1955, à 17 ans, que sa vie bascule. Elle est choisie pour incarner l'impératrice Élisabeth d'Autriche dans Sissi. Le film est un triomphe. L'Europe entière tombe amoureuse d'elle. On ne parle plus de Rosemarie Albach, mais de Romy Schneider. L'Autriche l'érige en trésor national. L'Allemagne la glorifie. Sa mère jubile. Mais Romy, elle, se sent piégée, car le rôle de Sissi, aussi flatteur soit-il, devient une prison. On la réduit à une image, celle de la jeune fille douce, obéissante, angélique. Le public veut qu'elle reste cette impératrice de conte de fées, qu'elle ne grandisse pas, qu'elle ne pense pas, qu'elle sourit. Toujours. Elle tourne dessus du film, tout en enchaînant les apparitions médiatiques soigneusement contrôlées par sa mère. Magda gère sa carrière, ses interviews, ses contrats, jusqu'à ses vêtements. Romy est étouffée. Elle veut respirer. Elle veut comprendre qui elle est, en dehors du regard des autres. Mais chaque tentative d'émancipation est sanctionnée. À 18 ans, elle écrit dans son journal « Je suis célèbre, mais je ne m'appartiens pas ». Les tensions avec sa mère grandissent. Romy commence à rêver d'une autre vie, d'une autre langue,
d'un autre cinéma. Et un tournage va tout bouleverser, celui de Christine, en 1958, à Paris. Elle y donne la réplique à un jeune acteur français inconnu du grand public, Alain Delon. Le coup de foudre est immédiat. Romy, sage et discipliné, découvre l'insolence, la liberté, la sensualité. Delon n'est pas comme les autres. Il n'a peur de rien. Il la regarde outrement. Pour la première fois, elle se sent vue, non pas comme une icône, mais comme une femme. Contre l'avis de sa mère, Romy quitte l'Allemagne pour s'installer à Paris avec lui. Elle claque la porte d'un système qu'il a façonné mais jamais écouté. C'est un acte de rébellion. Des sourbiers. En France, elle recommence à zéro. Elle apprend la langue, suit des cours de diction, lit des pièces de théâtre, découvre le cinéma d'auteur. Loin des studios bavarois, elle en trouve enfin une vie où elle pourrait penser, choisir, créer. Mais rien n'est facile. Le public allemand se retourne contre elle. Les médias la traitent de traîtresse. Sa mère la renie presque publiquement. Romy est seule, dans un pays dont elle ne parle pas encore la langue. Elle n'a que 20 ans, mais elle est déterminée. Parce qu'au fond d'elle, une certitude s'impose. Si elle ne devient pas la femme qu'elle veut être, elle ne survivra pas. À son arrivée à Paris en 1958, Romy Schneider a tout quitté. Son pays, sa langue, sa mère et l'image bien lisse qu'on avait construite pour elle. Elle n'a que 20 ans, mais elle porte déjà les cicatrices d'une vie de contrôle et d'injonction. Dans ses valises, peu de certitude, beaucoup d'angoisse et l'amour brûlant qu'elle voue à Alain Delon. Mais la France ne l'accueille pas à bras ouverts. Elle n'est encore que la petite Allemande de Sissi, cette actrice populaire qui incarne la candeur d'un autre temps. Son accent est raillé. On doute de son talent. Delon, lui, commence à se faire un nom dans le cinéma français, et l'ombre de son charisme accentue encore le malaise de Romy. Elle sent qu'elle n'existe qu'à travers lui, et qu'elle devra se battre pour prouver sa légitimité. Alors elle travaille. Sans relâche. Elle apprend le français à la perfection. Suit des cours de théâtre. Se plonge dans la littérature, la politique, la culture française. Elle veut comprendre ce pays qui ne l'a pas encore adopté. Elle veut le mériter. Sa rencontre avec Luchino Visconti est décisive. Le maître italien l'a choisi pour jouer dans Domino au théâtre. Il voit en elle une intensité que peu de gens ont su détecter. Il la pousse à explorer ses zones d'ombre, à aller chercher la douleur là où elle est enfouie. Le public est stupéfait. Critiques élogieuses, sale comble. Romy n'est plus une image. Elle devient une actrice. Visconti lui offre ensuite un rôle dans Bocca 70, puis elle tourne pour Orson Welles dans Le Procès. Les cinéastes de renom commencent à la solliciter. Elle enchaîne les tournages en Italie, en France, en Angleterre. Elle se réinvente à chaque fois. Finit par imposer une vérité. Romy Schneider est bien plus que Sissi. Mais derrière la caméra, sa vie personnelle se fissure. En 1964, après 6 ans d'amour et une fiançaille très médiatisée, Alain Delon la quitte sans amour. Il lui laisse une lettre, posée sur une table, avant de partir rejoindre Nathalie, qu'il épousera quelques semaines plus tard. Romy est anéantie. Elle sombre dans une profonde dépression. Pourtant, elle ne s'effondre pas. Elle retourne sur les plateaux. Travaille plus que jamais. En 1969, elle rencontre Claude Sautet, qui va devenir son cinéaste de cœur. Avec lui, elle tourne Les choses de la vie, puis Max et les ferrailleurs, César et Rosalie, une histoire simple. Des films ancrés dans le réel, où elle incarne des femmes modernes, complexes, à la fois fortes et vénérables. Chaque performance est saluée. Sa capacité à transmettre l'émotion brute, sans filtre, fascine. Elle devient l'actrice préférée des Français. En 1976, elle reçoit son premier César pour l'importance d'aimer. En 1979, un second pour une histoire simple. Aucun doute, Romy est désormais une légende vivante du cinéma européen. Mais cette ascension fulgurante s'accompagne d'une fatigue invisible. Romy joue avec ses tripes. Chaque rôle prise dans ses blessures. Et les tournages l'usent. Elle dit souvent « Je n'ai pas besoin de composer. Je n'ai qu'à ouvrir mes cicatrices. » Une phrase belle, mais terrible. En 1966, elle épouse l'acteur et metteur en scène Harry Meyer. Ils auront un fils, David, en 1966. Mais le couple ne tient pas. Ils divorcent en 1975. Peu après, elle épouse son secrétaire, Daniel Biasini, avec qui elle aura une fille, Sarah. Ce second mariage s'effondre lui aussi. Elle enchaîne les drames privés dans un silence digne. À l'écran, elle continue d'éblouir. Mais dans l'intimité, elle se sent de plus en plus seule.
Certains proches évoquent déjà des signes d'alerte, insomnie, troubles anxieux, abus d'alcool et de médicaments pour tenir le rythme effréné des tournages. Mais personne n'ose lui dire d'arrêter. Elle est devenue une industrie à elle seule. Une icône qu'on applaudit, même quand elle vacille. Et puis, il y a cette peur qui la ronge, celle de vieillir. Romy, si belle, si magnétique à l'écran, voit son reflet changer. Elle craint de ne plus être désirée, de ne plus être appelée, de tomber dans l'oubli. Chaque ride devient une menace. Chaque silence du téléphone, une angoisse. Mais ce n'est pas l'âge qui va briser Romy. C'est la tragédie. Et lorsqu'elle perd ce qu'elle a de plus cher au monde, son fils David, tout bascule. Au début des années 1980, Romy Schneider n'a plus rien à prouver. Elle est au sommet de son art, récompensée, respectée, idolâtrée. Mais plus rien ne brille derrière ses yeux. L'actrice s'épuise. La femme s'éteint lentement. Depuis la fin des années 70, Romy est entrée dans une zone trouble. Son rythme de travail est effréné. Elle enchaîne les tournages, souvent très exigeants émotionnellement. Elle joue des femmes brisées, abandonnées, détruites par l'amour ou la solitude. Et chaque rôle semble puiser dans sa propre douleur. Romy est profondément touchée. Leur relation fut compliquée, parfois toxique, mais il reste le père de son enfant. Elle culpabilise, s'est fermée, se renferme. Cette année-là, elle reçoit son deuxième César pour une histoire simple. Lorsqu'elle monte sur scène, le public applaudit debout. Mais Romy a les larmes aux yeux. Elle semble ailleurs. Loin. Comme si la reconnaissance ne suffisait plus. Elle tente de tenir debout. Pour David, son fils adoré. Il est tout pour elle. L'ancrage. La lumière. Mais leur lien est fragile, instable, marqué par les absences, les plateaux de tournage, la culpabilité d'une mère trop souvent prise entre deux avions. Elle veut se rattraper. Passer plus de temps avec lui. Être enfin une vraie mère. Mais le destin ne lui en laisse pas le temps. Le 5 juillet 1981, à Saint-Germain-en-Laye, David, 14 ans, tente de franchir la grille du domicile de ses grands-parents. Il glisse, tombe, et son ventre est transpercé par l'un des piquets en fer forgé. Transporté d'urgence à l'hôpital, il décède des suites d'une hémorragie interne. Romy n'est pas là. Elle tourne à ce moment-là en Allemagne. C'est son compagnon qui lui annonce la nouvelle. Ce jour-là, une partie d'elle meurt avec son fils. Le choc est indescriptible. L'abîme est total. Elle passe des semaines enfermée, à pleurer, à crier, à ne plus dormir. Elle refuse de manger, refuse de parler. Elle s'effondre physiquement et psychiquement. Lors des rares apparitions publiques, elle semble hagarde, le regard vide. Sa beauté, jadis éclatante, semble avoir quitté son visage. Les proches parlent d'une femme qui ne veut plus vivre, qui survit par automatisme. Elle sombre dans l'alcool, les tranquillisants, les somnifères. Son organisme, affaibli par des années de stress et de médicaments, commence à lâcher. Elle souffre d'une tumeur rénale, doit subir une opération, mais elle refuse les traitements complets, refuse de se soigner. Romy ne lutte plus. Dans une interview poignante, elle confie à la journaliste Alice Schwarzer: « Depuis la mort de David, il n'y a plus de Romy. Il n'y a qu'un vide. Un grand vide qui fait mal. » Le tournage de La Passante du Sans Souci, en 1982, sera son dernier. Un film grave, sombre, où elle incarne une femme hantée par le passé, détruite par la perte. Le parallèle avec sa propre vie est saisissant. Certains membres de l'équipe racontent qu'elle s'écroulait en coulisses, qu'elle n'arrivait plus à se concentrer, qu'il fallait la soutenir physiquement pour certaines scènes. Mais dès que la caméra tournait, elle retrouvait cette intensité brûlante, presque surnaturelle. Comme si le jeu était la seule chose qui la tenait encore debout. Mais même cela, bientôt, ne suffit plus. Ses relations personnelles sont devenues instables. Son deuxième mariage avec Daniel Biasini est un champ de ruines. Ils se séparent en 1981. Romy est seule. Seule dans un appartement parisien trop grand. Seule face à ses souvenirs. Seule face à ses fantômes. Elle commence à s'isoler. Refuse les projets. Refuse les amis. N'ouvre plus son courrier. Ne répond plus au téléphone. Elle passe ses journées dans le noir, à regarder de vieilles photos de David, à relire les lettres qui lui avaient écrites. Elle garde ses affaires dans une armoire intacte, comme si elle espérait encore le voir rentrer un jour. Certains de ses proches s'inquiètent. D'autres ne savent plus quoi faire. Ils ont peur de la brusquer. Romy rejette l'aide, fuit la compassion. Elle ne veut pas de pitié. Elle veut seulement que la douleur cesse.
Et dans cette lente descente, la frontière entre la vie et la mort devient floue. Très floue. Le 28 mai 1982, à Paris, la pluie tombe fine sur les toits du 11e arrondissement. Dans un appartement discret de la rue Barbet de Jouy, une femme est assise seule dans un fauteuil, une cigarette à moitié consumée entre les doigts. Elle regarde dans le vide. Une valise est posée près de la porte. À côté, quelques lettres, un flacon de médicaments, une photo de David encadrée. La nuit s'annonce longue. Elle sera la dernière. Le lendemain matin, le 29 mai 1982, Romy Schneider est retrouvée morte, affalée dans son salon. Elle n'a que 43 ans. Une fin brutale. Une absence foudroyante. La nouvelle se répand comme une onde de choc dans toute l'Europe. Romy, la plus française des actrices allemandes, s'est éteinte. Et personne ne comprend. Officiellement, c'est un arrêt cardiaque. La police écarte toute trace de suicide. Aucun mot, aucun message, aucun geste explicite. Mais très vite, les spéculations naissent. Car autour d'elle, tout parlait d'un effondrement silencieux. Les antidépresseurs, l'alcool, la fatigue accumulée. Et surtout, cette tristesse impossible à nommer qui la rongeait depuis la mort de son fils. Dans la presse, certains avancent l'hypothèse d'un suicide maquillé. D'autres parlent d'un décès involontaire, provoqué par une overdose médicamenteuse. Mais ceux qui la connaissaient le mieux racontent autre chose. Romy ne s'est pas donné la mort. Elle l'a laissé venir. L'entertainment. Passivement. Comme si, depuis David, elle avait simplement cessé de lutter. Ce qu'on retrouve dans son appartement est glaçant. Un silence épais, des flacons vides, une télévision restée allumée et un cahier fermé sur lequel elle avait griffonné quelques mots sans suite. Le médecin légiste conclut à épuisement total du corps. Comme si tout, en elle, s'était consumé d'un seul coup. Mais le pire reste à venir. Contre l'avis de ses proches, les autorités françaises décident d'ordonner une autopsie complète, estimant que sa notoriété impose des vérifications. Le corps de Romy est ainsi déplacé, ouvert, examiné. Cette intrusion posthume suscite une vive indignation. Sa fille Sarah, alors âgée de 5 ans, est tenue à l'écart. Alain Delon, effondré, se dit anéanti par l'acharnement. Il prononce ces mots glaçants. On a disséqué comme un vulgaire fait divers. Les funérailles ont lieu dans la plus stricte intimité, au cimetière de Boissy-sans-Avoir, dans les Yvelines. Une centaine de personnes à peine. Delon porte le cercueil. Il s'effondre en larmes. C'est lui qui choisit l'épitaphe gravée sur la pierre tombale. À David et sa maman, réunis pour l'éternité. Car Romy n'est pas enterrée seule. Elle repose avec David, dans la même tombe, selon ses volontés. Une mère et son fils, enfin réunis, loin du tumulte, des caméras, des attentes. Le monde, lui, reste suspendu. Comment une femme aussi talentueuse, aussi aimée, aussi lumineuse, a-t-elle pu sombrer ainsi? Pourquoi n'a-t-elle pas été mieux entourée? Pourquoi personne n'a su ou voulu l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard? Dans les mois qui suivent, les hommages se multiplient. Mais ils sonnent creux. Trop tardifs. Trop polis. Car Romy, en vérité, n'était pas faite pour cette époque. Trop sensible pour le cynisme. Trop vraie pour le système. Trop entière pour le compromis. Son dernier film, La Passante du sans-souci, devient un adieu prémonitoire. Elle y incarne une femme hantée, traquée par les fantômes du passé. Un rôle qui ressemble à un testament. Une œuvre de douleur, d'orage contenu, de dignité tragique. Le dernier plan du film la montre immobile, figée dans une lumière blanche. Comme une âme déjà détachée du monde. Certains y verront une image prophétique. D'autres, un cri que personne n'a su entendre. Elle n'a pas eu de lettre d'adieu, mais elle n'en avait pas besoin. Sa vie entière était un message. 40 ans après sa mort, Romy Schneider reste une énigme. Une cicatrice douce dans la mémoire du cinéma français. Une icône que le temps n'efface pas. Ses films continuent d'émouvoir. Son visage traverse les générations. Mais au-delà du mythe, que reste-t-il? Que comprenons-nous aujourd'hui de celle qu'on appelait la plus belle tristesse du monde? Claude Sautet disait d'elle. Elle ne jouait pas. Elle se livrait. Chaque rôle était un morceau de chair arraché à sa propre histoire. Et c'est peut-être là le drame. Romy n'a jamais su se protéger. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Jusqu'à l'épuisement. On a souvent loué son talent, sa beauté, sa sensibilité, mais trop peu ont su voir la détresse derrière le regard. Trop peu ont écouté le silence entre les sourires. Elle était admirée, oui,
Mécomprise? A-t-elle seulement été aimée pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'on projetait sur elle? Aujourd'hui encore, sa tombe est couverte de fleurs. Des inconnus s'y recueillent. Pas pour la star, pour la femme, pour l'enfant qu'elle fut, pour la mère qu'elle tenta d'être, pour la douleur universelle qu'elle incarne. Car Romy Schneider, ce n'était pas qu'une actrice. C'était une âme nue sur pellicule. Une femme qui a crié sa vérité dans un monde qui ne voulait entendre que des fictions. Et si son histoire nous bouleverse autant, c'est peut-être parce qu'elle nous renvoie à nos propres blessures, à ce besoin d'être vu, de se sentir vivant, d'exister au-delà des apparences. Romy n'était pas seulement une étoile tombée trop tôt. Elle était une question, et nous ne cessons d'y chercher la réponse.